Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour un moment important, pour un événement important qui marque le lancement officiel de la saison des droits humains. Une saison des droits humains auquel nous sommes profondément attachés. La question des droits humains est en effet au cœur des interrogations et des enjeux de notre monde contemporain. 2018 verra à la fois les 170 ans de l'abolition définitive de l'esclavage en France, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aussi les 120 ans de la Ligue des droits de l'homme qui promeut et défend avec d'autres inlassablement les droits et les libertés. Et pourtant, que de chemin nous reste encore à parcourir, que de combats nous avons encore devant nous à mener. Sans cesse réaffirmer nos principes, ils sont à la base de tout. Nelson Mandela disait, je cite, « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. » Oui, les principes, toujours les principes, mais pas seulement. Parler des droits humains, c'est également évoquer des situations très concrètes. C'est parler de millions de femmes, d'hommes, d'enfants, victimes de conflits particulièrement cruels. Les souffrances actuelles du peuple yéménite en fournissent malheureusement une illustration poignante, mais malheureusement loin d'être exceptionnelle. Parler des droits humains, c'est aussi parler de ces changements du monde qui fragiliseront des régions entières. Je pense évidemment au changement climatique. On le sait, les bouleversements environnementaux constitueront bientôt l'un des principaux facteurs, sinon le principal, de migration et de déplacement de population. Selon l'ONU, 250 millions de personnes seront d'ici 2050 forcées de s'exiler à cause des modifications de climat. Ces phénomènes appellent bien sûr une action dans bien des domaines pour les prévenir et les atténuer d'abord. Devant l'ampleur de ces drames humains, nous avons un impératif collectivement, être clairs sur nos valeurs, que nous sachions dire à celles et ceux qui en sont victimes que les droits humains seront garantis. Car oui, je crois que c'est désormais un des grands enjeux des droits humains, les proclamer bien sûr, les rappeler sans cesse, car c'est de leur énonciation qu'ils tirent une partie de leur force, mais surtout de les faire vivre, de leur donner une traduction bien concrète, bien réelle, dans la vie de chaque jour. Oui, il s'agit vraiment que chacune et chacun en bénéficie, quel que soit l'endroit où il se trouve. Cela implique de ne rien céder, d'abord, sur l'universalité de ces droits, qui sont ceux de l'humain, dans son sens le plus large. C'est bien sous l'étendard des droits humains que l'on doit mener ce combat. Bien sûr, les droits de l'homme constituent de ce point de vue une formule plus que belle. Bien sûr, en France, cela nous parle tout particulièrement. C'est au nom des droits de l'homme que la République a mené ses plus beaux combats. C'est quand elle les a oubliés, reniés parfois, que la France s'est avilie, comme sous le régime de Vichy, dont la sinistre mémoire doit toujours tenir nos consciences en éveil. Mais ces droits de l'homme, qui étaient aussi ceux du citoyen, ont parfois trop facilement oublié la femme et la citoyenne, les femmes et les citoyennes. Alors oui, mesdames, messieurs, ces droits humains, il nous faut les défendre et les porter, avec la même vigilance, avec la même exigence partout dans le monde. Ne relâchons jamais cet effort. Ne cédons jamais à l'illusion de croire que la remise en cause des droits humains, elle se fait toujours ailleurs, loin, si loin. On le voit, au cœur même de l'Europe. Les libertés sont attaquées. Nous en avons échangé cet après-midi, chère Adama Dieng. Oui, en Europe, les enjeux sont importants. C'est en Europe, en Pologne, que l'on a vu cet été un gouvernement mettre la justice quasiment sous tutelle. C'est en Europe, en Hongrie, que l'on a vu un autre gouvernement, tout aussi autoritaire, attaquer la liberté et l'autorité académique. Alors oui, nous devons être solidaires contre celles et ceux qui se dressent contre ces régressions. Oui, nous devons aider celles et ceux partout qui se mobilisent. Pour porter et défendre les droits humains, l'Union européenne a un rôle majeur à jouer. C'est dans son histoire. Elle est l'aboutissement d'un grand et long mouvement qui s'est forgé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
pour que plus jamais notre continent ne connaisse la barbarie que lui avait imposée le nazisme. Non, l'Europe n'a pas d'avenir si elle ne place pas les droits humains au cœur de son projet. C'est indispensable pour elle, cela l'est également à l'échelle du monde. Elle a une responsabilité particulière. Elle doit s'en saisir. Nous devons nous en saisir, particulièrement dans cette période où les États-Unis, cette grande démocratie, sont dirigés par un président qui cultive la tentation du repli, la stigmatisation, les barrières. La France doit pour sa part être fidèle à son histoire, à ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Accueillir l'autre, cela touche aux valeurs essentielles à l'humain. Cela impose d'être à la hauteur. Oui, nous devons accueillir dignement celles et ceux qui fuient leur pays. Avons le devoir absolu de préserver le droit d'asile. La République ne peut pas rejeter celles et ceux qui sont victimes de l'oppression et de la barbarie. Alors, parler des droits humains, c'est évoquer des sujets fondamentaux. C'est parler de l'individu et de son rapport au monde. Et à Nantes, vous le savez ici, ces sujets ont une résonance particulière. D'abord parce que Nantes entretient, à travers son histoire, avec ses droits essentiels, des rapports riches et parfois contrastés. Nous sommes la ville de l'édit de Nantes. Nous en avons parlé cet après-midi. Symbole de tolérance. Certes, surtout ne pas se tromper sur le sens à donner à ce mot, au risque de l'anachronisme. Mais c'est bien ici qu'en tolérant le culte protestant, le roi a reconnu l'altérité. C'était une véritable révolution. En acceptant une liberté de conscience, en conférant des droits civils et cultuels à une minorité de sujets protestants, l'édit de Nantes, pour reprendre la très belle expression de Janine Garrison, est un jalon lumineux sur la route de la liberté individuelle et des droits de l'homme. Alors oui, ici nous en sommes fiers. Nous savons combien le fait qu'il ait été signé à Nantes, sans doute, nous honore, mais surtout, nous oblige. Mais Nantes, c'est aussi la ville où, on le sait, la traite négrière a revêtu une ampleur considérable. Depuis plus de 25 ans, nous avons fait le choix de regarder cette partie de notre histoire bien en face, avec lucidité, sans esprit de repentance, en considérant surtout que cette part de notre histoire, ce n'est pas l'histoire d'une partie des hommes et des femmes, mais bien de l'ensemble de notre société. Alors oui, ce travail sur le passé, il a du sens pour le présent et pour l'avenir. Le mémorial, lieu de recueillement, lieu de méditation, je suis toujours frappée quand je le visite, que ce soit avec des grandes personnalités, comme celles qui nous font l'honneur d'être là ce soir, ou tout simplement avec des enfants de classe primaire, collège et de lycée, de sentir ce moment où, après l'agitation, quand c'est avec des enfants et des jeunes, on franchit les marches du mémorial et d'un coup, il y a spontanément le silence, parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a la réflexion, parce qu'il y a ces deux dimensions de l'intellect et en même temps de l'émotionnel qui se rencontrent et que ces jeunes sentent là qu'ils touchent du doigt quelque chose de crucial. Alors oui, proclamer l'abjection de l'esclavage et de la traite, cela vaut évidemment pour le XVIIIe, mais cela vaut aussi pour aujourd'hui et pour demain. Les exemples sont nombreux. Les images que nous avons pu voir en provenance de Libye nous le rappellent, nous appellent à la plus grande vigilance. Plus largement, cette conscience que forge la connaissance du passé nous conduit à refuser tout ce qui abaisse aujourd'hui la dignité humaine. C'est ce qu'a admirablement résumé Simone Veil, s'exprimant lors de la commémoration des 60 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, en affirmant « C'est ici où le mal absolu a été perpétré que la volonté doit refaire surface pour un monde fraternel, un monde basé sur le respect de l'homme et de sa dignité. » Alors, mesdames, messieurs, ce travail sur le passé, cette vigilance pour le présent et pour l'avenir nous pousse à l'action, parce que la dignité humaine ne se négocie pas, parce que l'accueil est profondément inscrit dans la tradition nantaise. J'ai rédigé il y a quelques semaines de là, avec plusieurs maires de grandes villes, une tribune sur la situation des migrants à Nantes. Je considère que sur ces sujets, nous devons faire 3 choses. 1, l'action, toujours l'action.
Nantes est la seule grande ville de France à porter pour le compte de l'État un centre d'accueil des réfugiés. Nous avons multiplié 2 fois par 2 sa capacité d'accueil dans les 18 derniers mois. Nantes accueille, via son bailleur social Nantes Métropole Habitat, plus de 300 personnes dans l'office. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre à l'abri, mais aussi de proposer un accompagnement individuel et familial. Dans cette ville, pas un enfant ne mange pas à la restauration scolaire parce qu'il n'en aurait pas les moyens. Je cite ces sujets aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que nous devons aller plus loin, faire parfois mieux ou différemment. Mais parce que je crois aussi que nous devons mener la bataille des idées. Quand j'échange avec mes collègues de grandes villes, puisque nous avons signé cette tribune pour interpeller l'État, pour lui dire qu'elle devait nous entendre et nous accompagner sur ce sujet, parfois un débat surgit. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut l'assumer? Allons au bout. Est-ce que cela ne va pas faire monter le Front National? Eh bien, mesdames et messieurs, je fais partie de ceux qui croient que nous devons aussi, sur ces sujets, mener la bataille des idées. Sur ces sujets, mener la bataille culturelle. Agir, faire, d'abord, parce que c'est ce qui nous autorise à parler, mais ensuite, oui, porter notre voix dans ces sujets éminemment complexes, mais si importants, puisqu'ils touchent au cœur de nos convictions. Alors, vous le savez, je vois dans la salle beaucoup de visages qui en ont été des acteurs divers. Nantes a de ce point de vue une longue histoire. Je pense à la grande exposition de 2011, Nantais venu d'ailleurs. Une exposition qui, je crois, aura marqué notre ville dans sa capacité à être plurielle et à le raconter. Plus récemment, je pense à l'encyclopédie des migrants, un moment très particulier pour toutes celles et tous ceux qui l'ont vécu. Oui, nous devons continuer ce travail, c'est ce qui est mené, y compris dans le cadre du Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers. Et je crois que Nantes s'honore à être la seule grande ville aujourd'hui à avoir mis en place une telle instance de participation permanente. Agir et se battre. Agir concrètement dans notre ville et continuer à porter un certain nombre de convictions. Parmi celles-là, je porte de longue date avec d'autres la conviction que nous devons accorder le droit de vote aux élections locales à l'ensemble des résidents étrangers et pas seulement aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Et je le dis ce soir, comme je l'ai toujours dit, avec la liberté qui est la mienne. Je regrette profondément qu'aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, n'ait encore mis en œuvre un tel engagement. Bien sûr, l'ouverture aux autres, l'accueil, cette ambition d'être terre de tolérance et de brassage est portée avec vigueur par de nombreux acteurs du territoire, des associations, des citoyens engagés, tout un réseau d'acteurs, des collectifs qui portent ce beau combat en faveur des droits. Je veux ce soir les saluer, je veux vous dire que je sais l'action qui est la vôtre au quotidien et vous dire pourquoi elle est importante pour Nantes, pourquoi elle est importante pour les Nantais, pourquoi nous devons ensemble cultiver cette énergie de continuer à porter avec la plus grande des forces les sujets qui nous réunissent. Naturellement, notre engagement en faveur des droits humains concerne aussi toutes les formes de discrimination. On le sait, l'origine, la couleur de la peau, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge parfois aussi, sont autant de causes de discrimination. Que dire par ailleurs de la persistante inégalité entre les femmes et les hommes? Eh bien, non, nous ne l'acceptons pas. Nous ne la vivons pas comme une fatalité qui devrait se perpétuer et se reproduire sans cesse. C'est la raison profonde de notre engagement. Cela nécessite une mobilisation dans de nombreux domaines. J'en prends un. La ville et la métropole nantaise ont toutes les deux obtenu un label diversité. Le sujet, ce n'est pas le label en tant que tel, c'est son sens. La confirmation d'un engagement qui se traduit très concrètement et qui a demandé la mobilisation de nombreuses équipes. Tout prochainement, avec Aïcha Bassal, nous annoncerons un numéro de téléphone spécifique pour celles et ceux qui se sentent victimes de discrimination. Non pas pour faire à la place des associations et des professionnels celles qu'ils font particulièrement bien, mais parce que, encore trop souvent, on nous dit qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser et que la première manière de pouvoir sortir de ce type de situation, c'est de rompre l'isolement. Et que la chaîne de fraternité, de solidarité, de dignité que nous constituons tous, chacun où nous sommes, en agissant
sur ces sujets, oui, nous avons la responsabilité de permettre à celles et ceux qui sont dans cette situation de sortir de l'isolement pour mener le combat. Alors, vous l'aurez compris, ma conviction, c'est que l'engagement en faveur des droits humains, c'est l'action. Mais cet engagement, il doit aussi se traduire, s'exprimer, se renouveler à travers le débat, l'échange, pour construire une intelligence collective sur les complexités du monde. C'est naturellement quelque chose que nous pratiquons beaucoup à Nantes, nous aimons cela. Les propositions sont nombreuses, des géopolitiques aux rencontres de Sophie, en passant par le Festival Atlantide et ses fameuses soirées contre la censure. Je pense aussi à l'exposition Une BD si je veux, quand je veux, qui vient de débuter à la Maison Fumétier, qui montre des œuvres d'artistes féministes qui portent un message fort d'émancipation. Je pourrais citer la programmation particulièrement riche de Cosmopolis sur ces sujets qui touchent à l'ouverture au monde. Bref, les rendez-vous ne manquent pas et à chaque fois, les Nantais sont au rendez-vous. Alors c'est naturellement que nous poursuivons dans le cadre de cette saison des droits humains. Cette saison marque le prolongement de l'action menée dans le cadre du Forum mondial des droits de l'homme. Et je veux ici saluer toutes celles et ceux qui ont fait vivre cette démarche, qui l'ont impulsée. J'ai salué Yannick Guin, et je le refais à cette occasion, mais je voudrais aussi mentionner Franck Barrault, et à travers lui, toutes celles et tous ceux qui, pendant de nombreuses années, ont fait vivre ce forum, lui ont donné du sens. Alors oui, notre responsabilité, c'est de continuer inlassablement, porter ce message. Je pense notamment à tout le travail qui avait été réalisé autour de la Charte des droits de l'homme dans la cité. Oui, il y a là aujourd'hui un bien commun sur lequel on doit s'appuyer pour continuer à aller encore plus loin et se renouveler toujours. J'ai voulu cette saison pour amplifier encore, donner toujours plus de relief et d'intensité aux débats qui font, je crois, la vitalité intellectuelle de notre ville. Pour dire également combien les questions relatives aux droits humains rencontrent à Nantes un écho particulier. Je veux remercier très chaleureusement Gilles Dassalin qui, dans mon équipe, avec la passion et la ténacité qu'on lui connaît, s'est attelé avec nos services à mettre en place cette saison. Merci également aux personnalités extérieures qui ont accepté de participer au comité de labellisation de cette saison. Ils nous apportent leur connaissance, leur expertise, leur sensibilité aussi. Merci à vous. Nous avons retenu pour l'édition 2018 de cette saison le thème de la conquête des libertés et des droits. Car oui, droits et libertés se conquièrent toujours, ne sont jamais donnés, ne sauraient jamais être octroyés et ne sont jamais définitivement acquis. Ils doivent être sans cesse défendus contre celles et ceux qui les menacent, qui ne les ont jamais acceptés, qui attendent la moindre occasion pour les remettre en cause, contre une certaine apathie parfois, ou une excessive confiance qui ferait considérer droits et libertés comme définitivement acquis. Rappelons-nous la belle phrase de Martin Luther King. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Alors oui, je crois que nous devons sans cesse être vigilants, et la rencontre que nous avons aujourd'hui y contribue. Enfin, pour terminer, je voudrais naturellement remercier profondément Monsieur Adama Dieng pour sa présence ce soir. C'est vraiment un privilège pour nous de bénéficier du regard de quelqu'un de votre envergure. Vous êtes juriste et l'on connaît l'importance du droit pour protéger les individus comme les groupes humains, pour éviter l'arbitraire, pour permettre à chacune et chacun de vivre librement, de choisir son projet de vie. Vous êtes, si vous me permettez cette expression, un juriste de terrain. Vous avez été confronté à ce qu'est réellement la violation des droits humains durant une grande partie de votre carrière, notamment comme greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou aujourd'hui en tant que conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Vous savez l'importance concrète pour la vie de chacune et chacun de la protection des droits humains, du renforcement de l'état de droit à travers celui des institutions judiciaires et démocratiques. C'est de cette expérience, de la vision qu'elle vous a permis d'acquérir, que vous allez nous faire profiter en dialoguant ce soir avec le professeur Emmanuel Decaux, que je veux remercier vraiment de sa présence parmi nous. C'est une vraie chance
de vous accueillir ce soir, monsieur le professeur, et de bénéficier ainsi de vos connaissances et d'autres points de vue. Ce sont ceux d'un universitaire naturellement, mais aussi, je le sais, d'un homme engagé, pour que les droits imprescriptibles de l'être humain ne puissent être bafoués. Comme le démontre entre autres votre présidence du comité des disparitions forcées de l'ONU, votre appartenance de longue date à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et puis j'ai découvert cet après-midi, lors de nos échanges, que nous avions un autre point commun avec M. Adama Dieng. Ceux qui me connaissent savent que je dis parfois que l'avenir de ce pays s'écrit aussi, et peut-être même d'abord dans les territoires, que bien sûr sur tous les sujets nous avons besoin d'un État fort, d'un État stratège, mais que la capacité à laisser germer du terrain, laisser germer des initiatives citoyennes, les solutions de demain, et j'en suis convaincue, une des clés sur de nombreux sujets. Eh bien, j'ai découvert cet après-midi avec grand plaisir que nous partagions cette conviction, cette intuition avec M. Adama Dieng, puisque vous dites il faut toujours laisser les choses venir du bas pour aller vers le haut. Alors à Nantes, nous faisons ce pari résolument, ambitieusement et en même temps avec humilité. Faire le pari du terrain, faire le pari de l'expression collective, faire le pari de l'intelligence collective et de l'intelligence partagée. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Je vais indiquer nos deux invités à nous rejoindre sur scène pour procéder au dialogue. Merci à tous. C'est pour moi un grand privilège d'avoir à présenter Adama Dieng. Lorsque nous avons cherché un grand témoin pour ouvrir cette saison des droits humains, je crois que son nom s'est imposé très vite. Madame le maire a déjà exposé les principales responsabilités qu'il a occupées, mais son engagement vient de loin. Si on peut le dire, Adama est né en 1950, a commencé ses études de droit à Dakar, a été d'abord greffier de terrain avant d'être greffier de la Cour suprême du Sénégal, qui est une grande juridiction. Et à l'époque, il a été l'assistant personnel du président de la Cour, Kéba Mbaye, qui est un grand juriste, qui a siégé à la Cour de la Haye, qui a été aussi vice-président du comité olympique, qui est une personnalité qui a marqué le droit. C'était un ancien de l'école de la magistrature française et qui a formé des générations de juristes sénégalais qui ont excellé partout. Et dans le fil de cette formation très rigoureuse d'intégrité de magistrats et d'engagement de magistrats africains, tout naturellement, Adama Dieng a été un militant de la Commission internationale de juristes, qui est une ONG peu connue, mais qui a un rôle très important dans les milieux juridiques et judiciaires, d'abord au niveau africain, et puis de 1990 à 2000, pendant 2 mandats de 5 ans, à Genève, comme je crois que c'était secrétaire général de la Commission internationale de juristes, et je me souviens qu'il était intervenu à Strasbourg dans un grand congrès pour préparer la conférence mondiale de Vienne. Nous nous sommes connus à Genève dans un colloque organisé conjointement par la Commission internationale de juristes et la Commission nationale consultative des droits de l'homme autour du projet de Louis Joinet sur la justice et la lutte contre l'impunité. Et toujours à l'époque où il était secrétaire général de la CIJ, il a eu une première expérience onusienne officielle, si je puis dire, c'est d'être expert indépendant sur Haïti à la fin des années 90. Et en 2000, il a été désigné greffier du tribunal pénal pour le Rwanda, avec 3 mandats de 4 ans, donc 12 années très, très fructueuses, puisque alors que le démarrage du tribunal a connu certains flottements, ensuite le déroulement des choses s'est fait de manière exemplaire. Et à la fin de son mandat, en 2012, il a été désigné par le secrétaire général comme conseiller spécial sur la prévention du génocide, en chapeautant également le nouveau concept de responsabilité de protéger, et il a été renouvelé et confirmé dans ses fonctions par le secrétaire général actuel, Antonio Guterres. Donc, ce n'est pas une carrière, c'est un parcours qui est un engagement
toujours plus fort, avec une expérience très vaste. Et je crois que, au-delà de ces étapes un petit peu officielles, ce que vous sentirez très vite, c'est cette dimension de détermination, de lucidité, d'expérience et de chaleur humaine qui traduit une force de conviction et une générosité tout à fait extraordinaire. Et je crois que mon rôle, c'est d'avoir un petit peu un fil conducteur pour cet entretien, puisque le sujet est tellement vaste, la conquête des libertés, des droits et des libertés, en passant du passé au présent et en regardant surtout l'avenir. Et je crois que c'est un message très mobilisateur qui va nous être donné. Et ensuite, évidemment, garder un temps pour dialoguer avec la salle. Alors, j'ai préparé, pardon, de prendre mes notes pour ne pas oublier de choses importantes. Je crois que la première question que je voulais poser, c'est de rappeler le principal anniversaire qui nous réunit, celui de la session de l'Assemblée générale en 1948 qui a eu lieu à Paris, qui s'est terminée par deux événements consécutifs. Le 9 décembre, l'adoption de la Convention contre les génocides, et puis le 10 décembre, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en tant qu'ancien greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda et comme conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, je me demande si cet effet de miroir entre ces deux instruments juridiques a un sens particulier pour vous. Sans aucun doute, Emmanuel, mais permettez-moi tout d'abord de remercier le maire de Nantes. Je la remercie non seulement pour le discours très puissant qu'elle a prononcé ce soir, mais je la remercie aussi pour son hospitalité, pour sa générosité, sa force de conviction. Ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne le droit de vote pour les étrangers, vous avez sans aucun doute le soutien de personnes comme moi qui croient en la grande famille humaine. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, les étrangers n'aient pas le droit de vote au niveau local. Parce qu'ils vivent avec vous, partagent avec vous les bonheurs, les joies, les peines. Et c'est le secrétaire général Guterres qui disait il y a quelques jours, en recevant le rapport sur les migrations pour le Compact, que nous avons besoin de forces de partout et nous devons accepter l'autre. Et merci d'avoir tout à l'heure, en évoquant l'édit de Nantes, d'avoir fait une pause sur le mot tolérance. D'aucuns n'aiment peut-être pas ce mot, tolérance d'ailleurs, qui préfèrent le respect du droit à la différence. Mais vous avez bien raison. C'était un moment historique de l'histoire de l'humanité que cet édit de Nantes, qui, je dois préciser au passage, a été précédé par la Constitution de Médine. Pour ceux qui ne savent pas, la Constitution de Médine a été proclamée par le prophète de l'islam, Mohammed, et c'est une constitution qui reconnaît et garantit les droits des minorités religieuses. Car ne l'oublions pas, Médine, aujourd'hui en Arabie Saoudite, était une ville juive, Yatrib. Et ce sont des rabbins qui ont accueilli Mohammed quand il est arrivé dans cette ville. Ses compagnons ont été également accueillis en Abyssinie, un pays chrétien, où l'empereur les a reçus et a refusé de les extrader vers la Mecque, parce que les Mécas voulaient les prendre. Donc tout ceci pour expliquer qu'il y a déjà un lien. Ce que vous avez fait dans cette ville est très important. J'ai eu à visiter le mémorial. J'ai visité également le musée
où j'ai retracé la traite négrière. J'ai vécu pendant un moment à Gorée, alors que mon père était concierge au port de commerce de Dakar, comme on l'appelait à l'époque, et je passais mes vacances à Gorée. Je disais tout à l'heure à Gildas, j'espère que tu as visité la maison des esclaves. Donc il y a ce pont. Et c'est pourquoi mon souhait est que cette saison des droits humains, que j'ai le plaisir de lancer en votre compagnie, soit pérenne et que surtout elle puisse rayonner à travers le monde. Nous sommes dans un monde où, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'on a pu améliorer le système de prévention des violations des droits de l'homme, mais aussi de prévention du crime de génocide? Assurément, car si je me rappelle, c'était en 1994. J'étais la dernière personne à avoir été reçue par le président rwandais à l'époque, Habyarimana. C'était le 2 avril 1994. De là, il est parti à Gisenyi, puis à Badolité, où il a rencontré le président Mobutu, avant de continuer sur Dar es Salaam, et au retour, le crash de son avion. Je suis parti le 4 avril, et le 6 avril, dans la nuit du 6 au 7, commençaient les 100 jours de la folie meurtrière qui a vu l'extermination de près de 800 000 personnes, tout simplement du fait de leur identité ethnique. Elles étaient des Tutsis. Il est vrai qu'au cours de ce génocide perpétré au Rwanda, des Hutus modérés et des Twa ont été également tués pour s'être opposés à ce génocide. Mais est-ce qu'on peut prévenir le génocide? Lorsqu'en 1948, un jour avant l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette convention a été adoptée, d'ailleurs tout un symbole, le fait que ça a été adopté le 9 décembre, et j'ai lancé le 9 décembre de l'année dernière un appel à la ratification universelle de la Convention de 1948 pour la prévention du génocide. Car vous ne pouvez certainement pas l'imaginer, à ce jour encore, il y a des États qui n'ont pas ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, parce qu'à ce jour, il y a 146 États qui l'ont ratifié, et il y en a, je fais un simple calcul, encore à peu près une cinquantaine qui ne l'ont pas ratifié. Et j'espère que le 9 décembre de cette année 2018, l'appel lancé recevra l'écho qui s'impose et que nous pourrons avoir une ratification universelle de cet instrument. Parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre, l'humanité s'était écriée « plus jamais ça ». Never again, nunca más. Et pourtant, nous avons été les témoins du génocide de Srebrenica, du génocide des Tutsis. Et aujourd'hui, plane sur la communauté Rohingya au Myanmar un risque de génocide. Il y a un an, j'étais au Sud-Soudan et j'ai alerté le Conseil de sécurité sur les risques qu'il y avait également. Et hélas, nous avons aussi la Syrie, où des atrocités ont été commises et qui sont des crimes contre l'humanité. Nous avons eu l'Irak avec les crimes perpétrés contre les minorités religieuses, les Yazidis, les minorités chrétiennes, etc. Donc c'est dire, aujourd'hui, il y a encore des menaces qui pèsent. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à de telles situations? Parce que, vous l'avez rappelé, Madame le maire, il est important de respecter la primauté du droit. Il est important d'avoir une bonne gouvernance. Nous sommes tous appartenant à des sociétés plurielles.
Et ce qui nous différencie, ce n'est pas la race, la couleur, mais ce sont surtout les questions d'accès aux ressources, d'accès à l'emploi, d'accès à l'éducation. En somme, des phénomènes de discrimination sont à l'origine des tensions. Et c'est une des raisons qui font que je prône sans arrêt la nécessité d'une gestion constructive de la diversité. Et pour ce faire, il nous faut respecter les différences. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est plus ce qui, dans son préambule, était formulé comme étant un simple idéal à atteindre. Le président René Cassin, un des auteurs de cette déclaration, lui-même parlait de cette déclaration comme un idéal à atteindre. Mais aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après, n'est plus un idéal. C'est devenu une véritable force, parce que la déclaration, et c'est le professeur émérite le confirmera tout à l'heure, fait partie du droit général coutumier international. Vous ne pouvez pas aujourd'hui le nier. Bien entendu, il y a encore des petites querelles ici et là, mais nous avons atteint une étape où on ne peut plus retourner en arrière. Il y a eu, après la déclaration, toute une série d'instruments qui ont été adoptés, les pactes sur les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, et qui, avec la déclaration, sont devenus ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Merci. Tout à l'heure, on parlait du lien entre le local et le global, et ces traités engagent les États, mais la Déclaration universelle, comme son nom l'indique, s'adresse à tous les peuples et à tous les organes de la société. Avec cette expérience de membres de la commission ASAL de juristes, quelle est la place des ONG dans ce combat, dans cette conquête des libertés, et quel est leur rôle aujourd'hui par rapport aux Nations Unies ou sur le plan national? Vous savez, lorsque j'ai succédé à Sean McBride, prix Nobel de la paix, au poste de président du comité spécial des ONG de droits de l'homme à Genève, j'ai pu mesurer la force de ces ONG. Et pour ne pas faire de jaloux, permettez que je ne cite ni Amnesty, ni la FIDH, mais tout simplement la Commission internationale de juristes et que j'ai eu à servir pendant 18 ans, dont 10 ans, vous l'avez rappelé, en qualité de secrétaire général. Ces ONG ensemble ont pu mobiliser les États dans le domaine de l'élaboration des normes. Et c'est ainsi qu'en tant que CIJ, nous avons pu promouvoir l'idée d'une convention qui est devenue la Convention sur les disparitions forcées et arbitraires, la Convention contre la torture, la Convention européenne également contre la torture, parce qu'il y a le niveau international, mais il y a le niveau régional. Et tout à l'heure, on pourrait en parler aussi de ces dynamiques entre le régional et l'international. Les ONG, je dois dire, ont pu jouer et continuer à jouer un très grand rôle en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Leur tâche n'est pas facile. Combien de défenseurs de droits de l'homme ont donné leur vie pour protéger les libertés de par le monde? Et c'est ce qui nous avait amené d'ailleurs à œuvrer pour une déclaration des défenseurs des droits de l'homme. Et en ma qualité de président de la fondation Martin Ennals, qui était un géant dans le domaine des droits de l'homme et qui a été, comme vous le savez aussi, le premier secrétaire général d'Amnesty International, il a été possible de protéger des défenseurs des droits de l'homme en leur accordant une umbrella protection, un parapluie de protection à travers ce prix.
Le premier, d'ailleurs, à l'avoir reçu, c'est moi-même qui me suis déplacé parce qu'il ne pouvait pas venir à Genève. C'était Monseigneur Ruiz de Chiapas, et qui était à côté des forces zapatistes qui défendaient les droits de l'homme au Mexique. Mais le rôle des ONG au plan international se situait à la fois sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, de l'élaboration des normes, mais aussi sur le terrain du advocacy, en ce sens que, à l'époque, la Commission des droits de l'homme, qui est l'ancêtre de l'actuel Conseil des droits de l'homme, avait un point spécifique. C'était le point 12, qui était intitulé « Violation grave et massive des droits de l'homme ». C'est le point que les États craignaient le plus, et surtout lorsque les ONG venaient prendre la parole. C'était des témoignages poignants. Et il y a eu, bien entendu, toute la série de mécanismes qui ont été également mis en place grâce à ces ONG. Je me souviendrai toujours du travail remarquable et pionnier qu'Abdoulaye Dieye avait accompli au Chili. C'était le premier rapporteur spécial. Donc, il y a eu toutes ces procédures. Et les ONG alimentaient ces rapporteurs en information parce qu'elles étaient sur le terrain. Et c'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à contribuer à la promotion de la création d'organisations non gouvernementales de droits de l'homme en Afrique. Pourquoi ? Parce que, Madame le maire le rappelait tout à l'heure, il nous faut travailler à la base. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que j'étais un juriste de terrain. Eh bien, c'est peut-être certainement ce qui m'avait aussi amené à promouvoir la naissance d'un type de juriste que j'appelais les juristes aux pieds nus, comme à l'image des médecins aux pieds nus. Il est vrai que quand vous allez dans les zones rurales, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, très souvent, les populations ne connaissent pas leurs droits. Et vous comprendrez que le droit soit pour moi, pour nous tous, aussi une nourriture. Vous avez besoin de pain, vous avez besoin de médicaments, mais vous avez aussi besoin du droit. Et c'est ainsi que j'ai initié ce type de juristes aux pieds nus qui ont donc en charge d'éduquer les populations pour qu'elles soient bien au fait de leurs droits, parce qu'une fois qu'elles sont au fait de leurs droits, elles seront moins enclines à l'arbitraire des gouvernants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous connaissons dans certains pays d'Afrique des évolutions très positives sur le terrain des droits de l'homme, sur le terrain de la primauté du droit, mais c'est parce que dans ces pays, il y a une société civile courageuse, vibrante, et qui est à même de dénoncer, de protéger. Et il y a aussi, il faut le dire, des juridictions qui ont vu le jour, telles que la Cour africaine des droits de l'homme, qui est également, je dirais, un autre achievement des ONG. Parce que c'est la CIJ, pendant mon mandat, qui a fait la promotion de la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette cour existe, elle siège aujourd'hui à Arusha, elle a rendu un certain nombre de décisions condamnant des États africains. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO, qui également accomplit un travail remarquable, et tout récemment, ce sont 2 ONG qui ont saisi cette juridiction sur des questions relatives au respect des droits de la femme, et la Cour de la CEDEAO a rendu sa décision en s'appuyant sur un instrument qui est la Convention africaine sur les droits de la femme, qui a été initiée également par la CIJ, qui a organisé toute une série d'ateliers. Donc, je pourrais citer, in fine, toute une série d'instruments internationaux qui ont été, ou régionaux, qui ont été adoptés grâce à la contribution des organisations non gouvernementales.
Merci. Si on prend du recul et si on regarde les 70 ans qui nous séparent depuis 1948, on a l'impression que le bilan est contrasté. Avec une vue courte, on voit surtout les régressions qui sont évidentes depuis 10 ans ou depuis l'an 2000, le changement de siècle, et il y a une vision assez pessimiste des choses. Mais si on garde la longue durée, le bilan semble plus positif, ne serait-ce que par la fin de l'apartheid, de nombreuses dictatures. Quelle est l'évaluation d'ensemble de cette dynamique sur 70 ans que vous faites de votre point de vue? Je dirais, sur 70 ans, il y a eu énormément de réalisations. Il y a eu beaucoup d'avancées. La question des droits de la femme, je venais juste d'en parler, mais il y a eu aussi sur les droits économiques, sociaux et culturels, car comme vous le savez, ces droits qui sont considérés comme les droits de la deuxième génération, par opposition aux droits civils et politiques, les droits de la première génération, étaient considérés comme des droits plus ou moins de seconde catégorie. Et ça amenait d'ailleurs souvent les querelles entre les thèses universalistes et les thèses régionalistes, toute la question du relativisme aussi culturel. Mais on a vu, il y a eu des avancées. Et la commission des juristes a eu justement à travailler sur ce terrain qui a donné naissance au principe de Limburg à Maastricht. Et c'était important. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les juristes occidentaux étaient d'avis que les droits économiques et sociaux n'étaient pas des droits qui pouvaient être justiciables devant des juridictions. Aux États-Unis, n'en parlons pas. C'était tout simplement, pour les considérer même comme des droits de l'homme, c'était hors de question. Et je me souviens, lorsque j'ai dirigé en 1987 une enquête à la demande de Human Rights Watch et de la coalition haïtienne pour les réfugiés, à l'issue de la mission, il fallait adopter une déclaration pour la presse. Et moi, j'ai insisté pour qu'on relève la question, la violation des droits économiques et sociaux. Mon collègue Ken Roth, qui est aujourd'hui le secrétaire exécutif de Human Rights Watch, pour lui, il était hors de question. Parce que pour ses patrons, les droits économiques et sociaux n'étaient pas des droits de l'homme. Donc, c'est dire que là, il y a eu quand même beaucoup de progrès, parce que maintenant, il y a même un comité sur les droits économiques et sociaux. Et mieux, je puis dire que dans certaines juridictions, même nationales, la question, par exemple, du droit au logement a été discutée devant la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, suite à une plainte que des populations, à travers des ONG, avaient introduite. La Cour avait estimé que le maire de Cape Town devait, justement, en vertu des dispositions de la Constitution sud-africaine, garantir le logement. J'avoue que je n'étais pas tout à fait favorable à cette démarche, parce que tout simplement, j'estimais que ça allait compliquer la vie du maire de Cape Town, d'abord qui n'avait pas les moyens, parce que les droits économiques et sociaux supposent aussi que des ressources soient disponibles. D'ailleurs, l'article 2 du pacte le précise. Ces droits seront mis en œuvre de manière progressive. Par contre, ce que j'ai revendiqué pendant longtemps, c'était comment est-ce qu'on peut évaluer la gestion des ressources dans un État déterminé. Quand un État investit des budgets faramineux pour les services de police, pour l'armée, et pratiquement rien pour le budget de la santé. Vous aviez des pays, par exemple, où les forces, comme je les appelais à l'époque, les forces de répression, avaient un budget, totalisé un budget de pratiquement 40% ou plus. Et pendant ce temps, vous aviez pour la santé 5%, pour l'éducation 7%.
Une situation qui s'est d'ailleurs empirée, pour donner le cas de l'Afrique, pendant la période des politiques d'ajustement structurel. Des questions aussi qui sont revenues devant la sous-commission des droits de l'homme et qui ont permis à la commission d'introduire de nouvelles problématiques telles que le droit à l'alimentation, le droit à l'environnement, simplement pour dire qu'en 70 ans, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. En 70 ans, on peut aussi relever la création des juridictions pénales ad hoc internationales qui ont eu à juger les génocides dans les Balkans et au Rwanda. Nous avons vu aussi, par exemple, les chambres extraordinaires africaines en Afrique, décidées par l'Union africaine et qui ont jugé Hissène Habré, l'ancien président tchadien. Cela dit, il y a des régions telles que l'Asie où les choses sont encore beaucoup plus lentes. L'Afrique s'est dotée d'un système de protection des droits de l'homme. Les Amériques ont leur système, le système interaméricain. Bien sûr, il y a eu l'Europe devancière, même si je rappelle souvent que le président poète Léopold Sédar Senghor, alors qu'il siégeait à l'époque au Parlement en France, au moment où l'on débattait du texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, avait demandé que le texte soit également applicable dans les colonies. Bien entendu, cela n'avait pas été accepté par la majorité des membres du Parlement, mais en 1978, lorsqu'on élaborait la Charte africaine des droits de l'homme et qui est devenue les droits de l'homme et des peuples, le président Senghor n'a pas manqué de dire aux experts réunis ce jour-là, novembre 1978, il ne s'agit pas d'écrire une charte pour les droits de l'homme noir. Et là, il avait en pensée ce qu'on lui avait refusé au moment de l'adoption au Parlement ici en France de la ratification de ce texte. Donc, c'est dire que nous devons aujourd'hui quand même nous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, justement, on a parlé à plusieurs reprises de la régionalisation, qui est un atout si c'est une garantie beaucoup plus proche des réalités de principes universels, mais il y a aussi l'envers du décor. Depuis la conférence mondiale de Vienne, qui en 1993, après la chute du mur de Berlin, affirmait l'indivisibilité et l'universalité des droits de l'homme, on voit réapparaître des notions de relativisme culturel ou d'identité religieuse qui primeraient sur l'universalité des droits de l'homme. Oui, je disais tout à l'heure que si on parle en termes de génération, même si je dois avouer que j'aime pas tellement la théorie des première, deuxième et troisième générations des droits de l'homme, mais la vérité est que nous avons quand même on peut dire qu'on a avancé sur le terrain de l'universalisme. Bon, l'universalisme, il faut l'examiner à 3 niveaux. Il y a le stade, je dirais, de la formulation, de la conception d'abord, et ensuite le stade de la formulation et le stade du contrôle et de l'effectivité des droits. Sur le terrain de la conception, il va sans dire qu'il y a encore quelques petites divergences, notamment du côté des Asiatiques. Et je refuse souvent d'ailleurs cette thèse qui veut que oui, c'est le confucianisme, il y a toute une école asiatique, il faut y aller doucement avec l'asiatique, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas s'ingérer dans les affaires asiatiques. On l'a vu. Et récemment, quand Singapour a pris la présidence de ASEAN, j'ai invité Singapour à peut-être s'inspirer de ce qui a été fait au niveau de l'Union africaine. Parce qu'on était dans la même mouvance. Lorsqu'en 1963, les leaders africains ont adopté la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, il y avait une disposition qui consistait à dire aucune ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État.
C'était un principe, je dirais, sacro-saint au sein en Afrique. Mais tirant les enseignements du Rwanda, tirant les enseignements de la chute des dictatures en Guinée équatoriale de Mathias Nguema, Idi Amin Dada en Ouganda, Bokassa en République centrafricaine, l'Union africaine, à sa création, a introduit un nouveau principe, qui est le principe de non-indifférence. Donc on est passé du principe de non-ingérence au principe de non-indifférence. Qu'est-ce à dire? Nous n'accepterons plus jamais de rester les bras croisés lorsque des populations feront face à un risque de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. C'est l'article 4H de l'acte constitutif. Et pour la première fois, cet article 4H a été invoqué par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine relativement à la situation au Burundi. Malheureusement, lorsque le 18 décembre 2015, le Conseil de paix et de sécurité a adopté ce communiqué, en janvier 2016, les chefs d'État, lorsqu'ils se sont réunis, n'ont pas confirmé cette décision du Conseil de paix et de sécurité. Et c'est pourquoi, dans mes consultations récemment, j'ai proposé qu'il y ait un débat au sein de l'Union africaine sur la question de l'opérationnalisation de ce principe de non-ingérence, qui est en fait le prédécesseur du principe de la responsabilité de protéger. Ce principe africain a été adopté en 2001 et l'autre au sein des Nations Unies en 2005, qui d'ailleurs, il faut le dire, n'a été appliqué sous sa forme de recours à la force pour une intervention militaire que dans le contexte libyen, qui malheureusement a suscité d'ailleurs des remords de l'acheteur du fait des conséquences qui ont suivi cette intervention. Et plus on découvre de jour en jour, malheureusement, des informations qui montrent qui font qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'était véritablement la volonté de protection des populations qui ont conduit à l'adoption de la résolution 1973 sur la Libye, ou bien est-ce que c'était des intérêts personnels d'un ancien président français? Bien, écoutez, c'est dire tout simplement que les choses sont ce qu'elles sont, et malheureusement aussi, la responsabilité de protéger n'a pas été utilisée dans le contexte syrien, et aujourd'hui, on compte 500 000 morts, donc des victimes de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Il y a moins d'un mois, j'ai sorti d'ailleurs une déclaration sur des attaques qui se perpétraient encore contre des civils par le gouvernement syrien et ses alliés. Alors justement, quand on regarde les crises d'aujourd'hui, la Syrie, le Myanmar, quelle est l'articulation entre la responsabilité de protéger et puis les enjeux de justice, de lutte contre l'impunité, avec la compétence virtuelle de la Cour pénale internationale? Comment est-ce qu'on articule la prévention et la répression? Écoutez, le dernier rapport du secrétaire général avait pour titre « Accountability and Responsibility to Protect », autrement la reddition des comptes et la responsabilité de protéger. Il est clair qu'il y a un lien entre la responsabilité de protéger et les poursuites contre les auteurs d'atrocités criminelles. Je puis tout simplement donner l'exemple du Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, contrairement à ce qui s'était passé au Rwanda en 1994, où les Nations Unies ont fermé leurs portes, au Sud-Soudan, les Nations Unies ont ouvert leurs portes. Ce qui a permis de sauver des populations, c'était en décembre 2013, lorsque la crise a éclaté pour la première fois au Sud-Soudan. Et c'est ainsi que 125 000 personnes se sont retrouvées dans le compound de la mission des Nations Unies pour le Sud-Soudan. Donc, on a ouvert les portes. Et c'est au nom, justement, de cette responsabilité aussi de protéger. L'Union africaine
a créé aussi pour la première fois dans le contexte sud-soudanais une commission d'enquête sur les atrocités criminelles. Ceci aussi allant dans le sens de la responsabilité de protéger. Malheureusement, à ce jour, cette cour hybride qui a été prévue par l'Union africaine n'est pas encore en place. Dans les jours à venir, ou peut-être même parce qu'ils se réunissent en ce moment à Addis, peut-être ça va être signé. Donc c'est extrêmement important parce que plus que jamais, nous devons nous rendre compte que vous avez beau être un chef d'État, vous avez beau être un premier ministre, un ministre, mais la loi passera. L'impunité n'est plus acceptable. Et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré toutes les critiques qui ont été faites par certains leaders africains contre la CPI, à l'exception du Burundi, aucun autre État n'a finalement confirmé sa décision. Comme vous le savez, la Gambie, avec l'ancien dictateur Yahya Jammeh, a finalement, avec le nouveau président, dit non, nous ne quittons pas la CPI. Et l'Afrique du Sud, je pense qu'avec la nouvelle dynamique en Afrique du Sud, c'est certain que les Sud-Africains resteront membres de la CPI. Si la CPI est devenue une réalité, c'était d'abord, parce que les ONG se sont mobilisées, à commencer par la CIJ, et tout était parti de la réunion à laquelle tu as pris part, non à l'impunité, oui à la justice. Et nous avions pu obtenir au Congrès de Vienne un petit paragraphe, sinon une seule phrase, faisant mention, parce qu'il n'y avait pas tellement d'appétit, déjà en 1993, pour la création de cette cour. Et après, la majorité des États qui ont ratifié le traité de Rome, c'était les États africains. Et donc, c'est pour dire tout simplement que l'Afrique avait besoin de cet instrument. Parce que la plupart des États africains laissaient impunis des atrocités criminelles qui se commettaient. Et je me souviens d'un édito que j'avais publié en juillet 2001, où je rappelais qu'un jour viendra où des Africains se lèveront pour crier halte à l'impérialisme judiciaire. Et je disais que ce jour arrivera si les Africains eux-mêmes ne prennent pas la responsabilité de juger leurs dictateurs et leurs seigneurs de guerre. Malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Ce jour est arrivé où on a entendu à gauche et à droite des attaques comme quoi la CPI est une institution, un outil entre les mains des Occidentaux. Oui, la CPI est manipulée par la France. Des sornettes parce que je puis vous dire, la procureure de la CPI a travaillé pour moi à Arusha. Je l'ai encouragée à se présenter et c'est une femme de fer, une femme indépendante. Donc c'est dire tout simplement qu'il nous faut investir davantage dans la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes doit se faire de préférence au plan national. Donc il faut des systèmes judiciaires indépendants, donc des juges également indépendants. Il faut faire en sorte que la justice soit respectée, que les décisions de justice soient respectées. Et là, si on le fait, on aura accompli de grands pas. Et je dois dire que ça commence. Ça commence. On a vu en Afrique du Sud, malgré la position du gouvernement sud-africain, la Cour suprême d'Afrique du Sud a eu à prononcer des décisions importantes qui ont fait trembler le président actuel sud-africain, le président Zuma. Donc l'importance, la force de la justice, il nous faut œuvrer dans ce sens. Alors, nous avons tous beaucoup de questions à vous poser, donc je m'arrêterai là pour laisser du temps pour la salle. Ce que je demanderais à chacun, c'est de peut-être se présenter et de poser une question brève. Et à chaque fois, si vous le voulez bien, vous répondrez question par question, parce que c'est des questions qui sont assez complexes, donc mieux vaut bien serrer les choses. Absolument. Donc je pense qu'il y a un micro-baladeur quelque part. Franck Barrault, ancien directeur du Forum mondial des droits de l'homme,
et membre du comité de sélection de la saison des droits humains. Je voudrais vous poser une question sur le phénomène migratoire qu'on connaît aujourd'hui pour différentes raisons, que ce soit des réfugiés qui quittent des pays en guerre ou des migrants dits économiques. On a parlé aussi des migrants climatiques. Le phénomène est tel qu'aujourd'hui, des politiques instrumentalisent, je parle de l'Europe en l'occurrence, on parlait de la Hongrie tout à l'heure, mais on a aussi quelques efforts à faire en France, avec des politiques de plus en plus répressives et attentatoires aux libertés individuelles. Or, il y a beaucoup de ces migrants qui viennent d'Afrique, et on dit que l'Afrique, dans les prochaines années, va être le continent qui va connaître l'expansion démographique la plus importante du monde, puisque un rapport de 2015 de la Banque mondiale prévoit que sur 10 milliards d'individus, le continent africain représentera 2,8 milliards. Et donc on peut espérer que les pays africains arrivent à un développement qui leur permettra de garder leurs ressortissants, mais en même temps, il ne faut pas se bercer d'illusions. On sait très très bien que même s'il y a un développement économique demain dans les pays africains, ça va être un peu compliqué et qu'il y aura toujours des très pauvres et que ces gens-là n'auront pas grand-chose à perdre et auront peut-être envie de continuer à migrer vers les pays occidentaux, vers l'Europe en particulier. Alors, je voudrais, dans ces conditions-là, connaître l'analyse et les préconisations des Nations Unies pour que, dans le respect du droit international, l'afflux probable de migrants économiques trouve à la fois des réponses respectueuses de la dignité des personnes et protectrices pour les plus faibles, mais aussi garantissant les libertés individuelles ou collectives. Et quand je dis les libertés, c'est pas simplement la liberté des migrants eux-mêmes, dont les conditions de rétention, on le voit bien ici en France, risquent de se durcir, mais aussi la liberté des citoyens que nous sommes, qui n'acceptent pas de rester muets ou inactifs, et qui aujourd'hui sont menacés parce qu'ils viennent en aide à ces migrants. Merci de nous donner le point de vue de l'homme des Nations Unies que vous êtes. Merci. Tout à l'heure, j'ai parlé de la présentation qui a été faite par le secrétaire général Guterres à l'occasion du lancement du rapport Making Migration Work for All. Faire en sorte que la migration bénéficie à tous. Et il est clair que la migration est un phénomène global positif. Il ne faut pas voir les aspects négatifs de la migration. Pour nous, la migration, c'est quelque chose de positif. Aucun doute en cela. Et je rappelais que si les Amériques sont ce qu'elles sont, c'est grâce à la migration. M. Trump lui-même a des origines de migrants. Il faut le rappeler. Tout comme M. Sarkozy avait aussi des origines de migrants. Donc la migration, c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, maintenant, il est vrai que nous faisons face à des réalités. Et il y a eu toute une série de consultations globales pour préparer la conférence qui aura lieu au Maroc avant la fin de cette année, pour adopter justement ce rapport sur les migrations. Et la consultation a permis aux municipalités, au Parlement, à la société civile, au secteur privé, aux organisations régionales, aux académiques, aux religieux et aussi aux migrants eux-mêmes de jouer un rôle vital. Parce que la réflexion, elle s'impose. On parle de migration depuis un certain temps. Il fut un temps, c'était facile de venir. On n'avait pas Schengen. Hein. J'avais de quoi payer un billet d'avion. Je venais en France. Le travail, on le trouvait facilement. Tu vois, c'était certes pas
pour tout le monde. À l'époque, vous ne voyez pas d'éboueurs français de souche. C'était des éboueurs qui venaient du Mali, du Sénégal, d'un peu partout. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons des politiciens qui manipulent l'opinion, qui vont pointer du doigt justement ces migrants comme étant les responsables de la situation économique qui prévaut. Sacré mensonge. Ça n'a aucun lien entre cette migration et le facteur. Rappelons-nous qu'avant l'Holocauste, des Juifs, on les désignait du doigt comme étant le bouc émissaire, comme étant ceux-là qui... Donc faisons attention, et c'est pourquoi aujourd'hui, ce travail qui est en cours et que mon amie, l'ancienne haut-commissaire, Madame Luz Arbour, est en train de préparer. Donc, le premier jet a été lancé le 11 janvier. Le travail va se poursuivre et c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et ça doit être une question de priorité. Il faut l'inclure dans nos objectifs, parmi les objectifs du développement durable. Et pour cela, il faut une mobilisation collective. Le maire de Nantes nous l'a rappelé tout à l'heure, mais il faudra une mobilisation collective. Et maintenant, sur le dernier point que vous avez évoqué, il est vrai que là aussi, je me réjouis parce que l'entretien que j'ai eu cet après-midi m'a permis de voir que du côté de Nantes, il y a eu quand même des efforts, même s'il n'y avait pas des textes qui venaient. Je trouve que votre maire, elle est très courageuse. Maintenant, il y a des situations qui méritent d'être examinées à la loupe. L'action humanitaire de protection des migrants, je n'aime pas l'adjectif clandestin, et l'action criminelle, qui est acteur humanitaire, qui est, disons, passeur, qui profite de la situation. Pour cela aussi, il suffit, à mon avis, qu'il y ait une bonne discussion, parce que, d'une part, vous avez une Europe qui a expérimenté plusieurs formules, y compris la formule, non pas le mur de M. Trump, mais des frontières pratiquement hermétiques. Mais ça n'a pas marché, et ça ne peut pas marcher. C'est l'ancien secrétaire général de la francophonie, ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui disait il y a bien des années, alors qu'il était encore président au Sénégal, que aussi longtemps qu'il n'y aura pas une politique européenne solidaire, eh bien, aussi longtemps qu'on ne s'attaquera pas au phénomène aussi climatique. Et c'est prémonitoire. Un jour viendra où on aura des réfugiés qui vont quitter leur pays, non pas du fait de la persécution politique, au sens de la Convention de 1951, mais des réfugiés climatiques. Et ce jour-là, personne ne les arrêtera. Et moi, je puis vous dire que ces jeunes qui essayent de traverser la Méditerranée pour venir en Europe, quelque part, c'est parce que, il n'y a pas encore une véritable, disons, politique de développement solidaire, mais deux, il y a aussi que les causes, au niveau des pays d'origine, il faut identifier ces causes. J'étais très heureux lorsque le nouveau président du Ghana, mon ami Nana Akufo-Addo, s'adressant au nouveau président français, Macron, lui a rappelé que l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus riche. Toutes les ressources minières, si vous utilisez le cell phone, mais c'est grâce au coltan que vous avez seulement que vous pouvez trouver en République démocratique du Congo. L'hydrographie de ces pays. Mais c'est tout simplement un scandale. Un scandale. Donc, ce
qu'il faut aujourd'hui plus que jamais, ce sont des institutions fortes en Afrique. Il faut des parlements courageux, indépendants. Il faut un judiciaire indépendant. Il faut combattre la corruption, l'enrichissement frauduleux des hauts responsables de l'État, qui était d'ailleurs, si tu te souviens, un projet de résolution que j'avais fait soumettre à la sous-commission grâce à notre ami Bujoané, l'enrichissement frauduleux des hauts responsables de l'État au détriment des populations. Si on arrive à combattre ces phénomènes, eh bien, on aura déjà réglé une partie du problème. Mais si on ne combat pas ces problèmes, et que, ma foi, des leaders, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, volent le trésor public pour acheter des appartements à Paris, écoutez, ma foi, il ne faut pas se plaindre que demain, ces jeunes-là, qui se sentent abandonnés, qui ont leur licence, leur maîtrise, prennent le chemin de la Méditerranée. Mais il y a aussi un autre aspect important, c'est que le trafic des êtres humains. Il y a 2 ans, j'ai convoqué une réunion à New York sur le thème migration et prévention des atrocités criminelles. Parce que j'avais obtenu un dossier très précieux sur tout un circuit donc de trafiquants. Donc il faut attaquer le problème sous tous ses angles. Mais ce n'est pas en les parquant quelque part au Niger, en ayant des trucs de transit, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de droits de l'homme. Vous ne pouvez pas imposer à ces gens-là d'être même, et en plus vous payez bien entendu à ces États qui les accueillent. Donc il faut faire très très attention sur cette question, mais une réponse sera apportée qui sera une réponse officielle des Nations Unies, qui sera la réponse des États. Parce que ce compact devra être adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la prochaine réunion, comme j'ai dit, ce sera vers la fin de cette année, avec une approche solution orientée dans le cadre d'un compact sur la migration. Parce que là, quand je parle de migration, compact, tu as le volet migrant workers, donc les travailleurs migrants, tu as le volet réfugiés également. Merci, c'était important d'avoir une réponse complète, mais le temps court et on a peut-être débordé un petit peu, mais pas trop, donc on passe aux autres questions sans transition. Bonsoir, je pense que vous avez déjà répondu en partie à la question que je vais poser au nom de la Maison des citoyens du monde qui œuvre ici à Nantes entre les associations des droits de l'homme et les associations de solidarité internationale. Donc ma question, je la répète parce que je pense que c'est un peu un autre angle. Y a-t-il de votre point de vue une contradiction ou un lien entre la défense des droits humains et l'aide au développement ou l'aide humanitaire d'urgence quand celle-ci s'exerce dans un pays considéré comme non démocratique ou même une dictature? Et comment, dans ce cadre, percevez-vous la spécificité de la coopération décentralisée entre les collectivités locales et le rôle des ONG, bien sûr? Wow. Merci. Ben écoutez, je dois dire d'abord, en ce qui concerne l'aide d'urgence, l'aide humanitaire d'urgence dans une dictature, quand la commission qui devait plancher sur l'intervention humanitaire s'était réunie, d'ailleurs c'est le travail de cette commission qui a donné naissance au principe de la responsabilité de protéger, parmi les situations qui devaient être inclus figuraient, par exemple, les catastrophes naturelles pour raisons climatiques. Et encore une fois, il y a des États asiatiques qui ont dit « hors de question ». Donc, on préfère mourir de famine, mais on ne veut pas une quelconque main étrangère dans nos affaires. Maintenant, sur le volet aide au développement et droits humains, je ne me souviens plus de l'année, mais je crois que c'était au début des années 90, j'avais été invité par l'OCDE sur la question de la conditionnalité aux droits de l'homme, la conditionnalité de l'aide au développement et le respect des droits de l'homme. J'étais de ceux qui prônaient effectivement la nécessité de
c'est pas du blackmailing, c'est pas du chantage, mais je vous donne cette aide, mais à condition que vous respectiez les droits humains. Et déjà en 1983, il faut saluer quand même le président Jimmy Carter, quand il était aux affaires, il a porté les droits de l'homme à un rang vraiment prioritaire. Il fallait donc mettre l'accent sur les droits de l'homme. Et c'est l'époque où le département d'État publiait chaque année un rapport avec toute une série. Plus tard, on a eu bien sûr le PNUD avec son rapport sur le développement humain, mais cette question a été finalement aussi d'ailleurs inscrite dans le cadre, par exemple, si vous prenez le cadre des accords ACP-CE, les accords de Lomé ou les accords de Cotonou, il y a cette conditionnalité, elle est là. Et d'ailleurs, c'est au nom justement de cette conditionnalité qu'à un moment donné, Bruxelles a décidé de retenir les fonds qu'il devait verser au Burundi. Ce que vous faites pour tel pays, faites-le aussi pour un autre pays. Mais ce n'est pas parce que ce pays a des relations privilégiées avec Paris, ce président est très proche de nous. Je suis pas... Non, je crois qu'il faut éviter la sélectivité. Parce que la politique de sélectivité en matière de droits de l'homme, elle est nocive. Elle est nocive. Parce que ça réduit finalement le poids, la crédibilité de l'institution. D'ailleurs, c'est au nom de cette sélectivité, quand bien même elle n'est pas, je dirais, volontaire, encore que le Conseil de sécurité aurait pu, dans certaines situations, référer des dossiers à la CPI. À ce jour, le Conseil ne l'a fait que pour le dossier du Darfour et pour le dossier de la Libye. Bon, je crois que c'est dire tout simplement, il faut éviter, parce que cela a amené certains à dire oui, c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Il y a des situations graves où des atrocités criminelles ont été commises et où le Conseil n'a pas jugé utile de référer le dossier à la Cour pénale internationale. Merci. Une autre question, la dernière peut-être. Oui, Maurice Berthiaud, au nom de la Ligue de l'enseignement, qui est l'association coordinatrice des semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations, qui va organiser une série d'événements au mois de mars, comme tous les ans, depuis 10 ans maintenant à Nantes. C'est une question à laquelle vous avez également partiellement répondu en abordant les problèmes de la CPI. La justice internationale est souvent présentée comme une justice des puissants, soumise à de multiples lobbies, en particulier économiques. Dans un monde en crise où les intérêts particuliers semblent prendre le pas sur la construction d'une société plus juste et plus égalitaire, comment, selon vous, cette justice pourrait-elle redonner espoir au peuple ? Mais vous savez, pour parler en tant qu'Africain, dans plusieurs situations, ce sont les populations de ces pays qui faisaient appel à la justice. Il y a des situations, bien entendu, qui gagneraient aussi à être examinées de beaucoup plus près. Je pense notamment à la situation qui prévaut aussi, qui prévaut aujourd'hui au Myanmar, en Birmanie. La Birmanie n'est pas État partie à la CPI. Je pense notamment à la Syrie. Voilà qu'en Syrie, on est allé jusqu'à utiliser des armes chimiques. C'est l'horreur des horreurs. Utiliser des armes chimiques contre ta propre population. Ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, finalement ont amené le Conseil à mettre en place un mécanisme d'enquête pour enquêter sur l'utilisation de ces armes chimiques. On déposait ensuite le rapport. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut traduire en justice les auteurs de ces crimes. Et récemment, il y a eu un veto qui a bloqué. Et, bien entendu, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a un veto ? Il y a de cela, le temps passe tellement vite, mais je crois que ça remonte déjà à 2 ans ou plus, une initiative franco-mexicaine consistant à demander aux membres permanents du Conseil de sécurité,
qui sont un nombre de 5. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. De ne pas utiliser leur veto lorsqu'il y a une situation de risque de génocide, de crimes contre l'humanité, qui nécessite une intervention pour protéger ces populations. Bravo, mais ça n'a toujours pas abouti. Et finalement, la même idée a été reprise sous la forme d'un code de conduite à l'Assemblée générale. Et à ce jour, nous avons à peu près, je crois, 124 États qui ont signé cette demande. Et il faudra continuer dans cette direction. Et c'est là où il faudra que les populations partout se mobilisent pour demander à ce que la reddition des comptes soit exigée, pour demander à ce que le Conseil de sécurité ne puisse pas utiliser, qu'un membre permanent ne puisse utiliser son droit de veto lorsqu'il y a vraiment une situation flagrante où on ne peut pas nier qu'il y a un risque. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Myanmar, quand vous avez pratiquement 1 million de personnes qui quittent leur pays parce que tout simplement on leur nie leur identité. Je parle des Rohingyas. Et ensuite, maintenant on dit oui, ils peuvent rentrer, mais pour rentrer, il y a toute une procédure. On a la saison des moussons qui commence. Je vais y aller dans quelques jours à Cox's Bazar. C'est simplement inhumain. Et c'est là où je dis, je suis heureux que le pape Francis Ier, un leader religieux, ait été le premier leader religieux à appuyer ma demande il y a de cela 2 ans pour défendre la cause des Rohingyas et populations musulmanes. Et c'est ça aussi qui m'a mené à initier un projet qui a abouti au mois de juillet de l'année dernière, sous la présidence du secrétaire général Guterres, le lancement d'un plan d'action des leaders religieux pour la prévention de l'incitation à la violence qui pourrait déboucher sur des atrocités criminelles. Et la semaine prochaine, à Vienne, nous allons nous réunir avec un certain nombre de leaders religieux, de gouvernements, d'organisations régionales, pour voir comment mettre en œuvre ce plan d'action. Parce que tout simplement, une fois encore, lorsqu'on parle de prévention, ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Et vous êtes dans la Ligue de l'enseignement. L'éducation est, à mon avis, extrêmement importante. Il faut investir dans l'éducation. Mandela avait bien raison. L'éducation est la clé pour régler les problèmes de notre planète. Et aussi longtemps qu'on n'investira pas dans l'éducation comme il se doit, que ce soit en France, que ce soit en Afrique du Sud, partout, aussi longtemps qu'on ne renforcera pas les pouvoirs de la jeunesse. Il faut qu'on restitue le pouvoir aux jeunes. Nous fêtons aussi un autre anniversaire, 68. Tuons les vieux. Je fais partie des vieux. Mais donnons le pouvoir aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème que nous avons de par le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde arabe, c'est la place qu'il faut accorder aux jeunes et aux femmes. Donnez-leur le pouvoir, renforcez leurs moyens, parce que le leadership de demain sera assuré par ces jeunes-là. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs le secrétaire général Guterres à créer un poste d'envoyé spécial pour la jeunesse. Parce que si aujourd'hui vous avez des foreign fighters, donc des combattants étrangers qui vont en Syrie, qui vont en Irak, ce sont des jeunes qui se sont sentis souvent abandonnés. Quand il y a eu l'attentat à Bruxelles, qu'est-ce qu'on a découvert plus tard? Tu avais un jeune qui n'était pas du tout intégré. Et donc, il faudra, à mon avis, renforcer l'éducation, donner les moyens à ces jeunes pour qu'ils puissent accéder à l'emploi, si on veut éviter qu'il y ait cette perpétuation du recrutement de jeunes, pour parler tout simplement du cas de ISIS. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aujourd'hui pas moins de 169 groupes néo-nazis. Et la plupart de ces groupes néo-nazis sont ici en Europe, et pas seulement en Europe, mais la grande majorité sont en Europe. Qu'est-ce à dire?
je suis pour la liberté d'association, mais je crois qu'il faut être vigilant. Le maire nous l'a rappelé tout à l'heure, il faut rester vigilant. J'ai peur ce qui se passe, la Pologne, heureusement Bruxelles là a réagi, la Hongrie, et demain peut-être l'Autriche, faisons gaffe. Et qui sait, même la France, personne n'est à l'abri. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut lutter contre les forces rétrogrades, contre les forces réactionnaires. C'est aujourd'hui qu'il faut lutter, éviter, parce que le racisme est en train de prendre également de l'espace. L'antisémitisme rise, l'islamophobie. Essayons de développer des sociétés tolérantes. Essayons de faire en sorte que la diversité soit gérée de la manière la plus constructive, que la discrimination soit bannie dans notre quotidien. En somme, faisons en sorte que le vivre ensemble dans la paix soit le motto de tous les instants. Et en passant, Cheikh Bentounès a pu, avec notre soutien, a pu obtenir une résolution à l'Assemblée générale pour déclarer une journée internationale du vivre ensemble. Parce que nous sommes un seul monde, nous sommes une seule humanité. Et ces 70 ans de la DUDH ont été marqués par de nombreuses avancées, sans aucun doute. Mais il y a eu aussi quelques reculs. Il y a, bien entendu, des menaces qui viennent malheureusement de pays qui ont été considérés pendant longtemps et qui sont encore considérés comme étant des démocraties. Faisons attention. Lorsque M. Trump était en campagne, j'avais sorti une déclaration pour dénoncer le type de discours qu'il proférait. Et il nous faut aussi, citoyens, organisations de la société civile, au niveau local, national, dénoncer tout discours de haine, tout discours qui promeut la discrimination. On ne peut pas l'accepter. Ma fille, qui est avocate, me disait l'autre jour, elle n'aime pas tellement le mot d'ailleurs race, tu vois. Quelque part, bon, ça n'existait pas. Et je crois que l'autre avait raison. Si on parle de race, c'est seulement la race humaine. Et sur ce, merci. Merci à vous. Non, j'ai rien ajouté, simplement deux choses. D'abord, un grand remerciement. On aurait beaucoup d'autres questions, mais c'est vraiment une leçon de lucidité et puis de vigilance. Et ce qui est très frappant pour quelqu'un qui a des responsabilités officielles, c'est que vous n'avez pas peur de nommer les choses, de nommer les États, de nommer les chefs d'État pour que chacun soit face à ses responsabilités. Et pour reprendre ce qui devrait être un slogan, fais gaffe, c'est bien, il faut déposer le label. Et puis un autre remerciement, parce que je sais que vous reviendrez à Nantes, ce qui est très bien, pour prolonger des contacts avec les universitaires, les chercheurs, les étudiants. Il y a des jeunes dans la salle, ce qui est aussi très, très prometteur. Donc un double merci, Adama, pour cette présence et ce lancement de la saison des droits humains. Merci à tous.